il y a l'Observatoire des non-recours aux droits et services qui est basé à Grenoble, qui n'est pas grenoblois, qui n'est pas national, qui est universel. Si on veut, qu'il n'y a pas de périmètre géographique spécifique, on travaille des questions de non-recours, essentiellement en France, mais on regarde aussi ce qui se fait à l'étranger, pays francophones ou pas. Ça a été monté en 2003 par un directeur de recherche CNRS qui s'appelle Philippe Varin, qui est directeur de recherche en sciences politiques. C'est pourquoi on est rattaché à l'Institut d'études politiques de Grenoble, mais de manière un petit peu hybride, parce que de fait, on est des contractuels dans l'équipe. On est 6 à temps plein maintenant, et on a 5 doctorants qui, quand ils ne font pas leur thèse, comme l'essentiel en ce moment, bossent beaucoup avec nous. Là, ils sont un peu retournés dans leur cellule pour travailler. Et on bosse exclusivement avec des acteurs publics, parce que travailler la question du non-recours en restant dans son labo entre chercheurs, on n'irait pas très loin. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Du coup, on est un laboratoire universitaire, mais qui s'adresse moins à ses pairs universitaires ou chercheurs qu'aux acteurs publics avec lesquels on bosse. Alors pourquoi on bosse autant avec les acteurs publics? Il ne vous aura pas échappé que la notion de non-recours est assez récente en France. Déjà, elle est apparue à la fin des années 90, alors qu'il y a des pays comme l'Angleterre qui travaillent et thématisent cette question-là depuis les années 20 ou 30. Bon, donc on n'est vraiment pas les premiers sur la question, ce qui ne veut pas dire que le phénomène du non-recours n'existait pas avant. Le non-recours d'ailleurs, c'est le fait d'être éligible à des droits ou des dispositifs et de ne pas en bénéficier. C'est très ouvert. C'est assez large, c'est-à-dire qu'on a fait le choix à l'Observatoire, et ça a été dès le début, de ne pas le considérer uniquement à propos des droits, prestations financières de sécurité sociale, ce qui était un peu la tradition, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais de l'ouvrir à toute offre publique par principe. S'il y a des dispositifs qui définissent un public cible, il nous semblait intéressant de se poser la question de savoir si ces dispositifs atteignaient leur public cible, et si ce n'est pas le cas, pourquoi. Ça s'appelle de l'évaluation des politiques publiques. En vérité, ça a parfois été considéré tel. Le non-recours, c'est toujours intéressant de voir que finalement, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas de manière systématique dans les institutions françaises encore. Du coup, vision extrêmement large, qui fait qu'il y a une diversité de champs d'action assez énorme, que c'est éminemment transversal, que c'est compliqué d'être compétent sur tout. Du coup, on a un peu des zones de spécialité dans les gens à l'Observatoire, entre nous. Et moi, en l'occurrence, c'était sur ces questions numériques, parce que c'est venu un petit peu percuter une enquête de terrain de manière très concrète. C'est venu s'imposer comme un sujet. Voilà, grosso modo. Que dire d'autre? Du coup, apparu branche famille fin des années 90, par l'intermédiaire d'un numéro de recherche, de la recherche de la CNAF, qui s'appelait Recherche et Prévision à l'époque, qui est politique sociale et familiale aujourd'hui, où ils ont invité un chercheur néerlandais pour travailler, pour faire état des questions, parce que lui, en Hollande, il bossait beaucoup plus ces trucs-là, et lui avait traduit beaucoup de textes anglais sur la question. En Angleterre, c'est intéressant parce que ça a débuté dans les années 20-30 autour d'un problème de restriction budgétaire, qui était, avant on avait, alors la Sécu n'est pas organisée pareil en Angleterre, mais si je rentre là-dessus, ça va être trop long. Grosso modo, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir un parapluie de sécurité sociale aussi ouvert parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Du coup, ils se sont dit, il faut s'assurer que les aides sociales vont effectivement à ceux qui en ont le plus besoin. Du coup, nécessité, accord entre les travaillistes et les conservateurs pour avoir ce mouvement de ciblage. Le targeting, il vient en Angleterre des années 20-30, on fait du ciblage depuis les années 70 en France, mais en fait ça venait largement en Angleterre. Les travaillistes acceptant ça, mais sous réserve que ça aille effectivement aux populations les plus pauvres. La branche famille s'empare de ces sujets-là à la fin des années 90, et il ne s'est pas passé. Alors l'Observatoire apparaît 2003-2004, et pendant 10-15 ans, il ne se passe pas grand-chose. La Convention d'objectifs et de gestion, qui est le texte cadre entre l'État et les caisses de sécu, de la branche famille suivante, elle n'a pas fait beaucoup mention de ça. Et c'est revenu de manière très forte par le plan de lutte contre la pauvreté, présenté par Jean-Marc Ayrault, qui a mis le non-recours comme l'un des premiers éléments au premier rang. Il y avait 8 chapitres, lutter contre le non-recours, c'était là au premier. Pourquoi ça avait été mis là dans le plan de lutte? Sans doute pas parce qu'il y avait l'Observatoire du non-recours qui existait, enfin pas que, notamment parce qu'il y a eu une grosse enquête ministérielle et CNAF sur le non-recours au RSA. Vous avez souvenir un peu de ça? C'est quelque chose qui vous parle ou, qui a un peu montré la réalité?
du phénomène. Ça se situait dans quelle proportion selon vous, non-recours? Alors 3 RSA, on va dire, parce qu'il y en avait 3 à l'époque. Vous avez une idée? À combien on était de taux de non-recours? 30%. Ouais. On était à 50 sur les 3 et à 68 sur le RSA activité. Sachant que le RSA SOP, c'était le RMI et l'API, le revenu minimum d'insertion et l'allocation parentalisée, c'est-à-dire parents isolés, donc ce qui existait déjà. Du coup, il y avait 2 tiers des personnes éligibles qui ne demandaient pas le RSA. C'est venu montrer un peu la réalité du phénomène quand même, que c'était pas simplement une lubie de chercheurs grenoblois, que c'était pas un phénomène marginal du tout, et que après des années, c'était en 2011, où la lutte contre la fraude avait été quand même énormément mise en avant et utilisée, instrumentalisée par le discours politique, ça venait montrer qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient en situation de non-demande de droits que d'usage frauduleux des droits. Donc tout ça a conduit à ce qu'effectivement ça soit inscrit dans le plan de lutte contre la pauvreté, qui était très ambitieux lui aussi sur des tas de choses, qui prévoyait des indicateurs de non-recours qui ne sont pas encore sortis et qui sont à nouveau travaillés dans le nouveau plan de lutte contre la pauvreté des enfants en particulier, dont le leader est l'ancien directeur du CCAS de Grenoble qui a éminemment travaillé ces questions de non-recours, hasard des choses, donc il connaît très très bien la question et qui a mis en place beaucoup de choses. Compliqué de mesurer le taux de non-recours. Le taux de non-recours, c'est le rapport entre la population bénéficiaire potentielle et la population bénéficiaire réelle. Or, dans les fichiers administratifs, on a ceux qui demandent, on n'a pas ceux qui pourraient demander et ceux qui ne demandent pas. C'est très compliqué d'avoir ce chiffre sur la population bénéficiaire. C'est un peu comme là, dans la journée, on se pose des questions sur ceux qui ne viennent pas. Ils sont plus durs à compter que ceux qui viennent. Ils sont plus durs à identifier, ils sont plus durs à rencontrer. Et du coup, ce n'est pas une fonction de presse-bouton, le non-recours. On ne peut pas calculer comme ça, on nous demande souvent, on nous appelle, tiens, vous n'avez pas le taux de non-recours en Ille-et-Vilaine à l'ACS? Ben non. Parce que, encore que ce soit un mauvais exemple, ce n'est pas une fonction automatique. Les fichiers administratifs ne sont pas là pour comptabiliser les personnes qui ne viennent pas, établir des taux, etc. Du coup, ça demande un investissement technique, de la volonté politique, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose que les organismes ont vraiment envie de savoir, pour une raison assez simple, c'est que le non-recours permet de faire des économies budgétaires, puisque les personnes ne demandent pas leurs droits, c'est des budgets publics en moins qui sont consommés. C'est une raison première, il ne faut pas se cacher. Les agents comptables des organismes de sécu disent pourquoi est-ce que je chercherais à savoir s'il y a des gens qui pourraient décaisser dans mon budget alors qu'ils ne le font pas. Libre à eux de ne pas le faire. C'est pas très incitatif à aller chercher forcément plus loin. Il n'empêche que plan de lutte contre la pauvreté, sens du service public, intérêt aussi pour savoir si les budgets sont bien utilisés. On voit que maintenant, de plus en plus, des collectivités en particulier, Nantes a énormément bossé cette question-là, plus que des grands organismes publics, la ville de Grenoble, des CCAS, des CIAS, d'autres, s'emparent un peu de cette question pour essayer de comprendre sur leur territoire qu'est-ce qui se passe, où on en est, où ils sont, etc. Mais ça suppose de mettre en place quelque chose. Essayer de mesurer le non-recours, c'est déjà un moyen de lutter contre le non-recours, parce que ça le rend visible, quelque chose qui ne l'est pas. Du coup, ça suppose de se projeter là-dedans, et puis c'est une manière de penser qui n'est pas la norme, c'est penser le non-usager, c'est-à-dire celui qui devrait l'être mais qui ne l'est pas. Chose en l'occurrence, qui se faisait beaucoup dans les politiques culturelles, qui s'interrogeaient sur leur public et les publics qui ne venaient pas, dans les années 70, dans des démarches de démocratisation de l'accès à la culture, ils se posaient beaucoup la question de ceux qui ne venaient pas. C'est quelque chose qu'on entend souvent maintenant un peu dans des guichets où ils viennent pas, mais voilà, ça suppose de mettre vraiment en place et d'inverser le sens de vue, non pas à partir des freins à l'accès au droit, parce que le frein, il freine, mais finalement on pense l'accès au droit, mais vraiment ceux qui ne sont pas dans leur droit. Voilà rapidement. On essaye de rendre visible le phénomène et puis on essaie de le comprendre, du coup on travaille une typologie. Je vous l'adresse rapidement, si vous le savez, vous me le dites et puis j'irai plus vite. De grands types de non-recours qui sont des grands régimes d'explication. Pour l'avantage et l'inconvénient des choses un peu archétypales, c'est-à-dire qu'ils sont un peu fixistes et étanches, mais en même temps ils permettent de penser un peu, de classer par régime de causalité ou d'explication. Pourquoi les gens sont en situation de non-recours? Parce qu'ils ne connaissent pas l'offre. Problème d'information, de connaissance de l'offre, etc. Statistiquement, c'est généralement l'explication première en fait dans toutes les enquêtes internationales.
C'est aussi la plus facile à mesurer, c'est celle sur laquelle les individus peuvent le plus facilement se positionner. Ben, je ne savais pas, parce que c'est pas forcément facile d'expliquer pourquoi on ne demande pas une offre. Ça renvoie à tout, on parlait de community manager, de communication manager, il faut vraiment parler anglais pour être dans le numérique, c'est marrant. Enfin, de gestion des canaux de communication, de se poser des questions sur les lieux où il y a de l'information, des lieux où on peut attraper des gens ou autres. C'est typiquement l'une des problèmes, enfin, ce qui est implicite et impliqué dans les questions de mon connaissance ou de mes informations, chose que les institutions n'ont pas toujours fait. C'est-à-dire que très souvent, les institutions, face au phénomène de non-recours, se disaient c'est parce que les gens n'ont pas connaissance, et elles leur renvoyaient sur les mêmes canaux de communication la même information, ce qui fait que ça n'entraînait absolument aucun recours derrière. L'assurance maladie, on avait eu un truc comparatif comme ça, où on avait identifié des personnes éligibles à l'aide à la complémentaire santé. On avait fait un canal où on envoyait des courriers, un canal où on passait des coups de téléphone, et le taux de retour à courrier était de 4%, avec ouverture des droits derrière, il était 38% par téléphone. Donc on voit que de se poser la question, alors c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes disponibilités agents, ressources, etc. Mais si on pense l'efficience des dispositifs, en l'occurrence, il faut penser les canaux de communication, comment on s'adresse aux gens, à quels endroits, etc. Ça paraît, alors c'est aussi parce qu'on en parle très souvent, les politiques de communication, c'est un vrai sujet, parce qu'on peut vraiment communiquer ou ne pas communiquer de manière très différente. La non-réception, c'est le fait que les gens engagent une démarche, mais ne reçoivent pas le droit in fine, soit parce que c'est perdu dans des allers-retours, des méandres qui n'ont pas de retour de l'organisme auquel ils ont demandé, soit parce qu'ils abandonnent. Les abandons en cours, ils sont innombrables, il y en a beaucoup. Mais par différence avec la non-connaissance, là il y a connaissance de l'offre et puis une démarche pour engager le droit. La non-demande, on a beaucoup bossé dessus parce qu'elle est un peu différente des autres. Là, en l'occurrence, les gens sont au courant et pourtant ne demandent pas. Ça met en jeu d'autres choses, et notamment potentiellement un jugement sur la pertinence de l'offre. C'est pas forcément le type de non-recours que les institutions sont les plus prêtes à entendre. Les autres renvoient à un problème administratif ou alors un problème de connaissance. Là, ça peut être un jugement sur la pertinence de l'offre, ça peut être simplement parce que l'offre ne convient pas aux usagers, aux destinataires. Elle n'est pas au bon gabarit, elle est mal calibrée, elle est inutile. Et du coup, on parlait beaucoup des allers-retours entre les besoins des usagers, des dispositifs qui étaient pensés sans eux, et puis après on allait voir les besoins et on se rendait compte que ça ne matchait pas, comme on dit dans le truc. C'est exactement la même chose sur la non-demande parfois. C'est bien on demande rarement aux usagers de quel droit ils auraient besoin, et on ferait des droits en fonction de ça. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Et du coup, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est l'une des explications de la non-demande. Il y a une autre explication un peu massive, j'en aurais une, qu'est-ce qui fait que les gens ne demandent pas leurs droits alors qu'ils pensent qu'ils peuvent être éligibles? Peut-être des personnes en situation irrégulière, par exemple, qui auraient peur qu'en effet, boomerang, on vienne un peu trop regarder leur situation. Alors si tant est qu'ils sont éligibles à les droits, parce que s'ils sont en situation irrégulière, à part l'accueil inconditionnel et l'AME, ils n'ont pas grand-chose. Mais la peur du contrôle rétroactif par rapport au conseil départemental, c'est une situation avec des enfants, protection de l'enfance, c'est le même interlocuteur, parfois ça fait des non-droits. La peur du contrôle même par rapport au CAF, dans les non-demandes RSA, il y a beaucoup de gens qui se disaient pour ce que je vais toucher, parce que on pensait, et finalement c'était pas si juste, mais on pensait que le non-recours augmentait avec la faiblesse du bénéfice. C'est-à-dire que plus le RSA activité qu'ils allaient toucher, la part en plus était faible, moins il y avait intérêt à demander. En fait, ça ne s'est pas tant vérifié que ça dans l'enquête. En revanche, en qualitatif, on a vu beaucoup de gens qui de toute façon se disaient pour gagner finalement 50 € et que ça fasse des problèmes parce qu'ils vont mettre le nez dans mon dossier et dans les échanges de données, là, c'est pas la peine d'y aller. Donc ça traduit aussi beaucoup de sentiment de confiance envers les institutions et d'inquiétude par rapport aux institutions. Et j'y reviendrai parce que dans les questions numériques, ça joue très fortement. Question de tabou aussi. Tabou, au sens complexité aussi. L'image que ça peut renvoyer de bénéfices. La honte. C'est un facteur massif. Sentiment de stigmatisation. On parlait en milieu rural, alors je vous promets que, pour en avoir fait un petit peu, on n'en a pas beaucoup. Politique de la ville, la pauvreté, précarité, c'est en milieu urbain, peu de choses sur la précarité en milieu rural. Il y a un chercheur sociologue qui bosse là-dessus depuis 20 ans, mais il n'y a que lui, etc. On a peu de choses. Moi j'ai fait 2-3 trucs dessus, et puis j'anime des choses
des dispositifs de baromètre non-recours en Ardèche, donc c'est plutôt quand même assez rural, etc., ça revient systématiquement. C'est ce que je disais dans l'un des ateliers ce matin, il y a un phénomène de survisibilisation de la demande en milieu rural qui est évident. Et qui est parfois tellement évident que la non-conscience de la part des acteurs associatifs ou publics de ça est un peu, pas criminelle, mais surprenante. Je me souviens d'un Emmaüs qui était sur la place du village, à côté de l'église. Non, c'était des restos du cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens ne venaient pas. Mais il fallait traverser la place du village pour aller. En effet, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage, procédure d'étiquetage, Zimmel sur les pauvres, etc. Le fait d'être étiqueté, le fait de montrer qu'on est éventuellement bénéficiaire d'une aide sociale entraîne une stigmatisation. Même pas qu'on soit bénéficiaire. Mais du coup, le fait de rentrer dans un centre social, chez une assistante sociale, chez une psychologue, dans un resto du cœur, etc., est immédiatement stigmatisant pour beaucoup de personnes. Et c'est plus facile dans un anonymat de ville. C'est des choses qu'on avait retrouvées sur des phénomènes de quartier, d'ailleurs. Et en milieu rural, très compliqué, et ça va même jusqu'au fait de connaître les personnes, enfin les interlocuteurs, c'est ce que je disais sur mairie, où c'est en fait de la famille qui vous reçoit, quoi. Du coup, pour aller demander même de l'information, c'est très compliqué. Il y a intérêt à penser des lieux qui ne sont pas connotés immédiatement de l'extérieur, avec diversité de services, enfin c'est ou Fab Lab, ou Bistrot, pour pouvoir faire de l'accès au droit, recevoir de l'information. Un bon exemple de ça, c'est un exemple qui montre que c'est effectif, c'est les points d'information, médiation multiservices, c'est les PIMS. Il y en a à Nantes, ça s'est pas mal développé dans l'Ouest, il y en a à Rennes maintenant, ça vient de Lyon, etc. À Grenoble, on avait montré de manière très claire qu'allaient là des gens qui ne voulaient plus aller justement vers les services sociaux, parce qu'on peut rentrer pour acheter un ticket de bus, régler sa facture EDF, parce qu'ils ont accord partenariat, etc. Et que du coup, c'est pas marqué à l'entrée. Donc on n'a pas une grosse étiquette pauvre quand on rentre dedans. Ça facilite largement le recours. Et donc en milieu rural, il y a cette problématique, plus les questions du déplacement. Du coup, je me demande, je ne sais plus pourquoi je disais ça, le phénomène de honte, de sentiment de stigmatisation, ça joue très très fort. Et c'est d'autant plus compliqué qu'en entretien, souvent les gens avancent des arguments par avant, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas nécessairement ça tout de suite, il faut vraiment du temps. Ça suppose des modalités d'enquête pour arriver à mettre en évidence que c'est ça, qui ne sont pas par questionnaire, et qui supposent même en entretien semi-directif d'avoir un peu de temps. C'est beaucoup plus facile de dire « j'en ai pas besoin », ou « il y a des gens qui en ont plus besoin que moi ». Un argument qu'on entend très très souvent et qui est une façon de se mettre à distance de personnes qui sont socialement moins valorisées et des phénomènes de triangulation qui ont été identifiés. Mais si je pars là-dedans, on aura plein. Il y a des questions de normes aussi. Des normes qui sont opposées. La norme de l'offre n'est pas adaptée à la norme du destinataire. Bon exemple, c'est le DALO, le droit au logement opposable. Je ne vous refais pas tout le truc sur le DALO, mais grosso modo, l'une des conditions pour être éligible au DALO, c'est de ne pas avoir de logement, d'être en voie d'expulsion, etc. La réponse de l'État au DALO, c'est 12 mois. Quand on est dans une logique de survie et qu'on n'a pas de toit sur la tête, même si c'est du DAO, le temps de réponse est tellement incomparable avec le temps de vie qu'il n'y a aucun intérêt à le demander. Du coup, tout ça rentre dans des explications de la non-demande et viennent l'expliquer. Le dernier qu'on a identifié, c'est la non-proposition, où là on sort du triangle entre un individu, une offre, et puis un organisme un peu prestataire, et pour s'interroger sur les intermédiaires, parce que c'est quand même assez rare que les gens, alors la dématérialisation va peut-être modifier ça, mais c'est pas encore fait, accèdent directement à leurs droits en France. Il y a un sésame qui est le travailleur social, notamment parce que c'est un petit peu compliqué d'aller vers ses droits, et c'est même obligatoire pour les aides extra-légales, on ne peut pas les demander seul, il faut passer par un travailleur social, etc. Il y a aussi des intermédiaires sociaux, parce que tous ceux qui ne vont pas voir les travailleurs sociaux professionnels vont dans des associations qui font de l'information, de l'orientation, et qui donc peuvent faire état de certains droits. Et on s'est rendu compte qu'à certains endroits, ces intermédiaires ne proposaient pas les droits. Là-dedans, on retrouve plein d'explications, mais c'est important d'en avoir conscience. La première fois qu'on a parlé de ça à des travailleurs sociaux, ils nous ont généralement regardé avec des fusils dans les yeux, parce qu'ils prenaient ça directement et immédiatement pour une remise en cause de leur professionnalité, ce qui s'entend. Et puis voilà, à mesure qu'on en discute et qu'on travaille et qu'on leur fait comprendre, déjà ils comprennent qu'ils peuvent repérer des situations de non-recours qui sont antécédentes, que parfois ils ne proposent pas parce qu'ils ne connaissent pas les droits eux-mêmes, ce qui en fait arrive assez souvent. La multiplication et l'inflation réglementaire font que sur certains territoires, en particulier parce qu'il y a une juxtaposition de droits locaux et nationaux, ils n'ont pas connaissance de tout. Alors ils connaissent ou pas tous les droits, ou pas tous les acteurs.
ce qui fait que le parcours d'accès au droit est plus long pour l'usager, parce qu'il ne l'oriente pas au bon endroit, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Du coup, ils subissent eux aussi des problèmes d'information. La montée en charge du RSA, c'est intéressant. Je veux dire, les travailleurs sociaux, ils ne savaient absolument pas qui était éligible ou pas au RSA. Sur la première année, sur 4 dossiers reçus par la branche famille au niveau global, par la CNAF, il y en avait un seul d'éligible. Il y en avait 3 qui étaient faits pour rien. Ce qui est d'ailleurs une idée de l'efficacité en ligne de la chose, quand on fait des choses trop compliquées. Et que le fait que les travailleurs sociaux demandaient, parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser l'algorithme qui permet, enfin, pour l'avoir vu, le calcul du RSA, ce qui fait qu'on est éligible et à combien, il faut quand même vraiment demander au simulateur à CAF. Du coup, ne sachant pas, ils essayaient. Voilà, et puis au fil du temps, ils ont un peu... Une autre possibilité sur la non-demande, ça serait que l'usager n'identifie pas le besoin ou pas comme étant prioritaire. Par exemple, sur le demande de plus gros soins, des personnes qui nécessiteraient des soins, mais ce n'est pas forcément une priorité pour eux parce qu'ils ont d'autres soucis, manger, trouver un toit, etc. Tout à fait. Sur les questions de renoncement, en fait, ils ne vont pas aller beaucoup plus loin pour demander parce que ce n'est pas leur priorité tout de suite. Du coup, ça me permet de revenir sur un truc très intéressant. En l'occurrence, il est extrêmement rare qu'on rencontre des individus qui sont en non-recours à tout. Là, on est sur des formules par catégorie, mais c'est la même chose par individu. En l'occurrence, il y a des tas de gens qui sont en non-demande à certaines choses, en demande à d'autres, et qui sont en situation de non-recours par méconnaissance en même temps. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui bénéficient du RSA, qui reçoivent du RSA, mais qui ne demandent pas à la CMUC, et pourtant les travailleurs sociaux essaient de les convaincre d'eux. Moi, l'une des réponses que j'avais eue, c'était oui, mais je paye pas mes bouffes à l'épicerie avec ma CMUC. Donc ils demandent le RSA parce que ça leur permet d'avoir des ressources, mais pas les CMUC parce que pour l'instant ils sont jeunes, les questions de santé elles sont plus loin, etc. C'est pas des renoncements pour raisons financières, mais voilà, ça fait que on est dans les trajectoires d'accès à ces droits, on est simultanément en recours à certaines choses et à d'autres, et d'ailleurs tous ici on est en recours à des trucs, sans nul doute. Mais ce qui fait que c'est éminemment dynamique. Et que du coup, c'est souvent compliqué de concevoir ça pour une institution. On regarde les choses à partir d'une prestation, on mesure le non-recours au RSA, mais on ne sait pas du tout si ces personnes qui étaient en non-recours au RSA, elles n'étaient pas au recours à d'autres trucs. Et on a essayé de le faire sur une enquête, mais en fait, c'est extrêmement compliqué pour des questions qu'on évoquait tout à l'heure sur les conditions d'éligibilité, les moments, en fait, les temporalités où les gens sont en accès à certains trucs ou pas. Mais d'une manière générale, la personne en a recours à tout, c'est-à-dire la figure du punk à chien, du mec qui est dans sa grotte, ermite et tout, ça n'existe pas. Et les gens qui sont à la rue et visibles sont généralement en recours à beaucoup de choses. À Paris, ils reçoivent, Julien Damon avait mesuré ça, quelqu'un à la rue à Paris reçoit la visite de 17 intervenants sociaux par semaine. Voilà. Donc c'est pas des gens, d'ailleurs c'est pas des invisibles parce qu'ils sont survisibles. Les vrais invisibles, ils sont pas dans cet espace public-là. Ça peut être c'est ma mamie biscotte, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, pas de moyens, qui n'iront jamais vers de l'aide sociale parce que ça fait pas partie de leur logiciel symbolique. Ça, sur la honte, ça joue très fort. Le fait de demander ne fait pas partie de la culture de plein de personnes, et en particulier quand elles sont âgées. On commence par demander de l'aide dans un périmètre, enfin les premiers cercles de sociabilité, les amis, la famille, même si c'est difficile. Après, on voit la communauté autour. Les services publics, c'est un troisième cercle qui est très très loin, et du coup, ils ne demandent pas et personne ne le sait. Et eux, c'est des vrais invisibles pour le coup, enfin beaucoup plus fortement que des figures comme ça un peu caractérisées. Voilà. Et cette non-proposition, alors il y a deux tas de choses dedans. Ils ne proposent pas aussi parfois, en l'occurrence, alors il y a des effets de représentation très forts sur les publics. C'est-à-dire qu'il y a très clairement des endroits où il y a des discriminations, des bons pauvres et des mauvais pauvres. Voilà. On préfère proposer à certains et pas à d'autres, enfin, assez clairement, il faut quand même le dire. Et puis il y a des endroits où c'est en toute bienveillance, et ça on nous regarde assez moins dans ce cas-là, mais quoique, ils pensent que les individus ne sont pas capables, et du coup, les intermédiaires ne leur proposent pas parce qu'ils pensent que ça ne fonctionnera pas. Ça a été mis en évidence assez clairement par plein de travaux de collègues et d'autres sur les questions d'accès au logement. De ne pas ouvrir des droits d'allo, de ne pas faire un recours d'allo, droit au logement opposable, parce qu'ils pensent que des gens qui sont à la rue, ils doivent d'abord passer par un centre d'hébergement d'urgence, ensuite un CHRS, ensuite une résidence de stabilisation, etc. C'est le parcours en escalier. Alors maintenant, c'est en train d'être un peu remis en cause par le logement d'abord, mais c'est quand même la chose qui est largement ancrée en France et dans tous les pays de l'OCDE. Et du coup, quelqu'un qui a été à la rue à un moment, il était inenvisageable de le mettre dans un logement directement. Du coup, il ne faisait pas de DALO, parce qu'il fallait qu'il passe par tous ces paliers. Et donc, ce qui est caractéristique, c'est généralement c'est fait en toute bienveillance parce qu'ils pensent que les individus ne sont pas capables. Mais en même temps, on enlève à l'individu la capacité de juger par lui-même s'il pense que c'est préférable ou pas.
Donc il y a des choses qui sont assez fortes qui se jouent à cet endroit-là, c'est-à-dire que le travailleur, le professionnel souvent juge à la place de l'usager ce qui est bon pour lui, et ça on en retrouve assez souvent. Voilà. Pour un truc vitesse grand V un peu sur les termes un peu du non-recours, ça soulève des questions un peu de précision sur certains aspects ou... Moi, ce que j'ai pensé, c'est intéressant votre méthode. Vous avez vu ça par cercle concentrique, c'est-à-dire réseau de sociabilité, après réseau plus élargi, après. Ça, c'est une méthode. C'est des trucs de base en sociologie, en fait, sur les cercles de sociabilité qu'on a. Et c'est des choses qui ressortent dans des entretiens quali. Alors après, je pourrais dire précisément un peu où. Qui ont été faits dans la Drôme, dans le nord du Rhône, du département du Rhône, que j'ai vu moi aussi, puis dans les acteurs parlent, je suis sur le terrain, ils savent très bien que ça marche comme ça, en Ardèche. Ça, c'est le fonctionnement des cercles de sociabilité, c'est une espèce de règle sociologique qui est courante, enfin, qui est a priori universelle, on va dire, et qui fonctionne en particulier à cet endroit-là, même s'il y a des fois où ça se mixe. Il est parfois d'autant plus difficile de demander au premier cercle, en l'occurrence, parce que c'est là qu'il y a des logiques d'honneur qui jouent, de l'historique, familial, etc. Mais c'est intéressant d'en tenir compte parfois dans des parcours d'accès au droit sur des questions de déplacement. Alors si je rentre là-dessus, jamais je vais parler de dématérialisation. Non, mais c'est juste un exemple parce que c'est un exemple qui n'est pas inintéressant sur une analyse des trucs qu'on peut faire en analyse cohérente. C'était juste un truc, ça on va dire que c'est le soin, ça peut valoir pour n'importe quel truc. Ça c'est l'accès à la possibilité d'un soin. Alors, moi j'ai fait beaucoup plus mal que Benoît. C'est toi qui m'as dit, hein. C'est moi. C'est là, c'est pas grave. C'est moi qui nettoie aussi. Donc le soin est écrit en vieux. C'était en l'occurrence dans un village, peu importe. Ça c'est une distance, mais je sais pas si je vais utiliser ces trucs. Ça c'est la distance au soin. Il y avait deux cas de figure. Où on avait une voiture, c'est un point de vue séquencier, ou pas de voiture. Je n'ai pas du tout fait le schéma dans le bon sens. C'est pas grave. Pour la personne qui avait une voiture, en l'occurrence, elle pouvait se rendre vers le soin. C'était en Lozère, sur analyse de renoncement au soin, justement. Voilà. Pour la personne qui n'avait pas de voiture, ça voulait dire solliciter une aide, forcément. Il n'y avait pas de transport en commun. Lozère, bassin de vie, très très peu de choses, etc. Ou alors il y en avait un qui passait que 2 heures une fois par mois, et puis du coup ça s'est arrêté. Du coup, pas avoir de voiture, pour une femme de 70 ans, sans dentier depuis 15 ans et vivant seule, ça voulait dire nécessairement solliciter l'aide du voisinage. Et cette aide du voisinage, elle s'autorisait à en demander 2 à 3 fois par an. Du coup, elle hiérarchisait ses besoins en fonction des aides qu'elle savait pouvoir solliciter. Parce qu'elle n'avait plus de famille proche, etc. Du coup, envisager le coût d'accès, ça pourrait être sur toutes les questions de déplacement, ça pourrait être ça. Quand on compare ça à un habitant de Rennes ou de Grenoble, on voit que le coût d'accès, ce qui rentre dans la projection que fait l'individu pour accéder jusqu'aux soins, on a des effets comme ça, par séquence, à pas en fonction de ce qu'impose l'accès aux soins, qui sont complètement différents. Et là, ça se jouait, c'est-à-dire que la dame, c'est là où parfois les gens ne se soignent pas parce qu'ils mettent d'autres choses avant, elle calculait le nombre de sollicitations à l'année. C'est ce qui faisait qu'elle n'avait plus de dentier depuis 15 ans, parce qu'elle préférait y aller pour être à la fête de l'année, enfin de la fête annuelle du coup, quand elle avait vraiment son peacemaker qui tombait par terre, et du coup ça venait en dernier. Ça c'est ce qu'on appelle des analyses en coût de transaction, et d'une manière générale, même si je suis vraiment pas je ne préconise pas ou je ne promeux pas l'analyse économique en tant que telle, mais c'est penser le rapport à l'œuvre dans un rapport de coût-avantage. C'est la même chose que fait le marketing de manière générale. Il y a des tas de gens qui ne demandent pas parce que le bénéfice qu'ils en retirent est inférieur au coût que ça suppose d'y aller. Ce qu'on appelle les coûts d'entrée dans un dispositif, des coûts de transaction, des coûts d'information, des coûts de stigmatisation, tout ça, ça coûte aux individus, pas simplement d'un point de vue économique, mais en termes d'estime de soi, en termes de psychologique. Aller voir une assistante sociale pour faire état de sa situation une 5e fois, dire que ça va pas bien, etc., c'est un coût psychologique pour les individus qui parfois devient supérieur au bénéfice qu'ils pourraient en tirer. C'est jamais inutile de l'avoir en tête, les coûts d'entrée. C'est souvent ce qui explique, enfin, quasi systématiquement, qu'un dispositif ne fonctionne pas. C'est que le coût était supérieur au bénéfice. Et du coup, ça conduit à... C'est comme ça qu'ils font sur des analyses de coûts qui sont inversées, c'est combien vous paieriez pour avoir tel service. Donc il ne s'agit pas d'entrer ça là-dedans, mais d'avoir à l'idée que c'est ce que typiquement ceux qui ont fait le RSA n'ont pas compris parce qu'ils étaient sur des règles purement techniques
où à partir du moment où on avait jusqu'à 600 €, on pouvait bénéficier de l'aide. Mais il y a des gens pour lesquels avoir 32 €, compte tenu de ce que ça coûte, ils préfèrent ne pas le prendre. Ils ont juste oublié que c'était des individus rationnels qui font un calcul coût-avantage pour aller vers des aides. Alors que la règle économique, elle dit si vous pouvez capter de l'argent, vous captez l'argent. En fait, ça ne marche pas comme ça du tout. Surtout pas pour des individus. Voilà. Et ça conduit aussi à mettre en évidence que les personnes précaires, elles ont aussi un jugement sur l'offre, en l'occurrence, et qu'elles ont des raisonnements qui sont rationnels, comme n'importe quel individu. Il y a des trucs, quand le service, on ne le trouve pas bon ou que ça nous coûte trop cher, on n'y va pas. Qu'on gagne 2000 € ou 500 €, c'est la même chose. Et dans ces coûts-là, il ne faut surtout pas en rester simplement à l'économique, mais bien prendre le coût de déplacement en milieu rural, c'est un surcoût immédiat qu'il faut penser. Et on le pense d'ailleurs, puisqu'on se pose la question d'aller le chercher, faire une MSAP itinérante. C'est bien qu'on veut réduire le coût de l'accès parce qu'on sait qu'il peut jouer sur le fait d'y aller au coup. Cette façon de penser, est-ce que si vous transposiez au MSAP, vous transposeriez de quelle manière? Alors, je vais mettre ma casquette adversaire. J'ai une solution pour vous. Non, j'en sais rien, il faut regarder, c'est ce que je vous disais, mais c'est juste, quand on se pose les questions dans le bon sens, on évite ça, c'est toujours le même truc. Si on part des besoins, si on regarde la tête que ça a, si on regarde les espaces, je vais directement au sujet d'après si je vais en parler, je ne regarde pas le temps, mais prévoir un accompagnement au numérique dans un espace public numérique qui n'est pas fait pour, à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Enfin, voilà. Orienter la dame qui ne sait pas gérer. Je suis un peu monomaniaque de la CAF parce que je connais bien et puis que malgré tout, en matière d'accès à des droits sociaux pour les populations précaires en France, ça se pose là quand même. Ce que fait la CAF, c'est un impact direct sur absolument toute la chaîne de traitement. Il y a des tas d'endroits qui ne sont absolument pas adaptés pour ça. On ne fait pas ça dans un coin de la médiation numérique CAF avec un médiateur numérique dans une bibliothèque au milieu des autres. Ça pose des problèmes de confidentialité, de compétence de la personne qui le fait. Et de ce point de vue, je serais un peu en alerte par rapport à des services civiques. Et l'espace n'a pas été prévu pour, c'est ce qui était dit tout à l'heure sur les collègues. Les espaces, ça marche à un moment et pas. Sur de l'accompagnement, il faut penser les publics pour savoir, penser aussi l'espace où on les accompagne. Parce que accompagner à Skype, à Voyage SNCF, à une application sympa ou au CAF.fr ou aux impôts, ça suppose des conditions de confidentialité différentes, des compétences techniques super différentes, des tas de trucs. Et il y a des espaces, même de la part des organismes sociaux, qui sont absolument pas prévus pour. Enfin, c'est des trucs typiques où ils n'ont pas prévu. Ils prévoient le truc dans un. D'ailleurs, on se demande quelle est l'idée qui est dessous. Souvent, quand on voit les espaces, on se dit mais c'était prévu pourquoi en fait. J'ai fait une observation dans un espace commun CAF-CEPAM, sachant qu'ils ne sont pas pareils. Enfin, je parlerai des accueils CAF après, mais les accueils CAF, ils sont déjà tous sur poste informatique. Il n'y a plus d'accueil physique direct, ça n'existe plus. Il faut prendre rendez-vous. Donc on est orienté sur un poste comme la Poste, sur un poste informatique partout. Dans l'assurance maladie, c'est mixte, c'est transitoire, ça dépend des lieux. Il y a encore un accueil premier niveau avec une réponse, avec une interface. Enfin, c'est là que ça se joue, l'accompagnement numérique aussi, quoi. Si on peut répondre à la personne en regardant l'ordinateur et qu'elle est de l'autre côté, on ne peut pas faire d'accompagnement numérique. Dans les CAF, il faut aller se connecter au CAF.fr pour donner une réponse. On est déjà dans une incitation à utiliser le truc. Donc on est sur des degrés d'engagement dans la dématérialisation entre ces deux institutions qui sont vraiment à des stades d'avancement très différents. Et dans cet espace commun, c'était prévu pour qu'il y ait une personne qui arrive toutes les 10 minutes et qui ait un temps de traitement de 5 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 5 personnes, ça sature. Mais ça n'arrive jamais que les gens ils arrivent. Enfin, voilà, donc tout le monde est au milieu, ce qui fait que la condition de confidentialité n'est pas traitée. Enfin, elle est mauvaise. Et du coup, on est quand même sur des choses qui sont assez confidentielles. Enfin, tout ça pour dire que c'est un espace qui n'était juste pas prévu pour. Et on pouvait typiquement pas faire d'accompagnement long au numérique parce que l'espace n'était pas fait pour. Donc ça ne marchait pour certains usages, mais pas pour d'autres. Donc j'ai pas de réponse sur l'émission. C'est tout ça pour dire. Des chiffres, alors si vous les avez déjà, c'est juste pour les... je ne les connais pas par cœur, mais... les différences entre fracture, exclusion, inégalité numérique. Fracture, on a parlé de fracture très longtemps, d'abord sur les questions d'équipement, réseau, équipement, machines, souterrain, connectivité, etc. C'était ça pendant 10 ans, c'était à peu près ça la fracture numérique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des usages, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on avait l'équipement qu'on savait utiliser, et que certains avaient l'équipement et ne savaient pas utiliser, ou que certains utilisaient pour certaines choses et pas pour d'autres. Du coup, toute la sociologie des usages est venue un peu alimenter ça, les théories de la communication, les sens de l'information et tout ça. Maintenant, on est sur des inégalités, c'est-à-dire qu'on montre que non seulement
Alors l'exclusion, c'est ceux qui, je vous le dirai après, sur l'effet de l'inégalité, c'est que non seulement au départ, il y a des inégalités entre les individus sur les usages du numérique, mais qu'en plus, elles s'accroissent plus ou moins vite, en l'occurrence, dans le temps. Elles se maintiennent, elles s'écartent. Parce que le numérique, c'est pas, ça on peut se le dire pour après, c'est parce qu'on a formé quelqu'un au numérique à un moment donné qui sera formé toute sa vie. En fait, on se forme au numérique en permanence, parce que ça évolue tout le temps pour les interfaces CAF comme pour tous les objets. Et plus on est doté au départ et plus on utilise, plus on arrive à suivre l'évolution du numérique, alors que plus on est éloigné, quand bien même on a appris, plus on a du mal à attraper ça. Ce qu'on voit et qui est assez intéressant et qu'il faut garder en tête, parce qu'en fait, ça, même si on le sait, enfin moi j'ai encore du mal à le penser, les institutions aussi, ce qu'on voit quand même très fort, c'est les smartphones qui augmentent et la téléphonie mobile, et puis les tablettes, le reste, on arrive à saturer sur la connexion. Même si les usages sont différenciés, ça veut dire qu'il faut aussi penser accompagnement numérique, pas seulement sur des PC en fait. Parce que de plus en plus les gens utilisent des smartphones ou des tablettes, et les organismes de sécu commencent à s'en rendre compte parce qu'on ne fait pas les mêmes choses sur les applis téléphone ou bornes et sur des PC. Il y a les sites, l'assurance maladie, comme elle est en retard, du coup elle est en train de faire les deux en même temps, parce qu'elle a compris que ça allait se jouer. La CAF, le CAF.fr est vraiment une grosse machine, et du coup l'appli du CAF.fr, elle bouge un peu en même temps, sauf que c'est ce qu'on disait, c'est pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que la consultation sur ton téléphone c'est facile, aller vérifier ses droits et autres. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui le font, alors qu'ils seraient des non-internautes supposés. En revanche, aller faire une déclaration trimestrielle de ressources, une DTR, PPA ou RSA ou autre, c'est plus compliqué. Mettre un fichier joint avec son téléphone, c'est compliqué, etc. Du coup, on voit qu'il y a des usages qui sont différenciés alors qu'il s'agit du même organisme public numérique, on pourrait dire. Et ça va être des évolutions. Et du coup, c'est aussi à penser dans les... J'ai pas connaissance de médiation numérique qui se fasse sur tablette, par exemple. Bon, il y en a, ça va trop vite, de toute façon, je suis forcément daté. Mais voilà, par rapport à des sites administratifs et autres, c'est pas rien, surtout que ça évite, on avait quand même un tropisme du Internet-ordinateur, donc apprentissage de l'ordinateur pour des personnes qui ne savaient pas faire. Ce qui était un frein supplémentaire, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre l'informatique avant d'apprendre l'Internet. Maintenant, et puis l'usage de la souris, c'est vraiment autre chose. On peut a priori le chanter par des usages tactiles. Enfin, c'est quoi ça? Alors ça, c'est des données que j'avais glanées sur la dématérialisation. On va aller vers une dématérialisation intégrale d'à peu près tout. Hein. Enfin, les services de l'État ont un peu, il y a une loi qui est passée, alors je ne sais plus si c'est une loi ou une circulaire, mais ils ont un peu l'objectif de dématérialiser l'intégralité de leurs échanges pour 2021, ce qui fait peur à beaucoup de gens, cadres, agents et autres. Donc on y va vraiment, enfin voilà, ça va dématérialiser à peu près partout, et c'est même que la face visible pour nous de la numérisation des administrations. L'autre face, c'est tout ce qui se fait en back-office au niveau des traitements. La PPA, c'est 98% d'auto-calcul par le système. Ça ne passe plus par un agent, en l'occurrence. Et puis on va avoir des assistants numériques qui font les choses elles-mêmes, enfin, voir des assistants numériques sur des interfaces. C'est-à-dire qu'on aura une dame, un droïde qui viendra répondre à votre question directement sur les interfaces. Ça va être le deuxième stade de la dématérialisation. Pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on dématérialise, on passe du papier à du numérique. Dans les échanges, ce n'est pas une simplification, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est une dématérialisation des échanges et de la relation. Et ça, voilà, donc ça va aller en augmentant très clairement. Ça, c'était, alors en rappel, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais 16, 20, il faut vraiment que je me bouge du coup. Celui-là, parce qu'il n'est pas inintéressant, c'est le baromètre du Credoc, c'est 2016. Forcément, j'ai pas dit ça. Il y a eu absolument il y a eu une très très faible anticipation des effets de la dématérialisation en France. On a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé puis on a essayé d'évaluer les effets après. C'est quelque chose d'assez surprenant quand on regarde de loin. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres pays qui font mieux, mais du coup, le Conseil national du numérique en 2013 avait rendu un rapport qui était assez clair sur ce qu'il fallait surtout pas faire en matière de dématérialisation, et c'est à peu près ce qui a été fait. Et du coup, voilà, en juillet 2015, les CAF disent qu'il nous faut un mail. Tous les allocataires devaient donner leur mail pour recevoir
pour gérer leurs relations par mail, sans aucune anticipation. Les impôts, on en parlait hier, ont beaucoup mieux fait. Ça fait très longtemps qu'ils annoncent, ils intéressent la chose, ça vous coûtera moins cher. Ils laissent la possibilité, tout en disant, bon, il va falloir vous y mettre parce que d'ici 2020, on sera tous là-dessus. Il y a des endroits où ça a été beaucoup plus brusque, et du coup, on a posé des choses en se disant, ah oui, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas faire, et on les découvre après. Cette absence d'anticipation, c'est ce qui fait que ça a venu impacter les services sociaux, qui se sont retrouvés à avoir à gérer la relation numérique des usagers, qui ne savaient pas faire avec tout ça, c'est ce qui fait que je suis là en train de vous parler, etc. etc. Du coup, on a très peu de données précises, en fait. Depuis 2-3 ans, ça prolifère. Les seuls qui produisaient de la donnée sont les Bretons. C'est le groupe, le GIP Marsouin qui est là-haut, à Brest et autres, qui bossait beaucoup sur ces usages-là depuis très longtemps. Il y a des données très précises, en particulier sur les Bretons, donc les Bretons non Bretons, dans leur truc, c'était assez marrant, mais vraiment beaucoup, enfin ils sont très avancés là-dessus, largement pas assez connus à mon goût, parce que ça vaut quand même autre chose que MySQL, mais c'est une autre question, Pascal Plantard en fait partie, etc. Donc ils ont des données très précises, mais sinon ça au niveau national, très peu de choses. Sinon, une enquête du CREDOC, qui est sur les conditions de vie, qui donc pas du tout analyse pour ça. On a des appareils statistiques en France qui sont quand même conséquents, et on n'a pas de données sur le numérique, étonnamment. Du coup, le CREDOC fait son baromètre, et on en a encore sorti un récemment, mais celui de 2016 était plus sur des usages de démarches administratives. Ils avaient testé, non pas les PD, mais les zones peu denses, ZPD, qui étaient en l'occurrence des endroits où il y avait, selon un calcul technique, une faible densité de signal. C'est-à-dire, c'était à 78% des communes de moins de 2000 habitants. Donc, du rural, même si ce n'est pas tout le rural. Et ils ont surtout beaucoup questionné le rapport aux démarches administratives. L'un de mes propos, ce sera de dire que le numérique administratif, ce n'est pas du numérique tout venant, c'est un numérique spécifique, et que quand on a dit qu'il y avait 16% de non-internautes, on n'a pas dit grand-chose en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont très très loin du numérique sont aussi loin du numérique administratif, mais il y a des gens qui se servent d'Internet et qui sont loin du numérique administratif. Et ça, c'est un ventre mou qui est très souvent peu pensé, parce qu'il y a une focalisation sur ceux qui sont très éloignés. Alors que c'est très éloigné, il pose des problèmes spécifiques. Vous pouvez accompagner quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un ordinateur ou qui est illettré aux démarches numériques, il va vous falloir de l'espace et du temps pour ça. C'est des choses très spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable d'utiliser Skype avec son petit-fils d'ailleurs. Mais du coup, on a, voilà, c'est important, je sens beaucoup là-dessus, de rapporter des éléments par rapport aux démarches administratives qui rassemblent forcément ici, puisqu'on est sur des questions d'accès au droit, et sur lesquelles on manque pas mal de précision. C'est-à-dire des chiffres sur le numérique, et l'usage du numérique, et Internet, et les équipements, et quand est-ce que vous utilisez les trucs, c'est très générique. Il y a 40% des Français qui se sentent inquiets dans leur démarche administrative numérique. On n'est pas sur les 12% qui ne savent pas utiliser. Ça veut dire que le rapport à numérique administratif il est spécifique et qu'il suppose de penser d'autres choses avec. Et là, on voit en plus qu'il y a un écart quand même de 8 points selon qu'on est dans une zone dense ou non dense. Et que finalement, des gens qui ont effectué, alors en plus c'est dans les 12 derniers mois, des démarches administratives ou fiscales sur Internet, il y en a 55%, donc c'est 1 sur 2. Enfin, on voit que le chiffre de ceux qui sont non autonomes, non internautes, très à distance, on est très très loin. Là, il y en a 45% qui n'ont pas fait dans l'année écoulée. Si vous êtes allocataire de la CAF, c'est pas possible de ne pas avoir fait une démarche numérique dans l'année écoulée. Ça veut dire que vous avez des droits qui courent tout seuls ou qui dorment. Mais si vous avez des droits, des minima sociaux, il faut faire une déclaration tous les trimestres. Donc nécessairement, vous êtes obligatoirement dans les autres. Donc vous n'êtes pas dans des... Que vous soyez internaute ou pas internaute, vous avez l'obligation de faire une déclaration. Bon, alors après, c'est la même chose qui conduit à dire que, ça c'est l'inquiétude par rapport aux démarches administratives, si besoin, ça pourrait être mettre dans les biblios parce que c'est des données CREDOC, donc elles sont accessibles. Si vous avez à parler des questions de rapport au numérique, c'est parfois utile d'avoir ça. Voilà, alors qui est-ce qui l'utilise beaucoup? Grande surprise. Les hauts revenus, et les diplômés du supérieur, 56, 51, non diplômés 10, ça c'est ceux qui ont accompli l'une des démarches en ligne dans les 3, je ne sais plus que dans l'année avant, je ne sais pas quoi, et la revenu. Grosso modo, la dématérialisation, elle simplifie la vie de ceux qui en ont le moins besoin et des plus riches. Donc ça se retrouve partout, se sent à l'aise. Ça, il y a une distribution sociale, mais ça Pascal Plantard a beaucoup en parler, qui est quand même très très claire sur les revenus et le niveau de diplôme. Avec une particularité, un effet de biais d'âge.
Les personnes, plus on est âgé, plus on est éloigné non internaute et moins à l'aise avec le numérique, etc. et l'Internet. Or, plus on est âgé, plus compte tenu de l'histoire, moins on est diplômé. Statistiquement, les personnes âgées sont moins diplômées que nous les plus récents, parce qu'on avait moins accès aux diplômes, moins besoin. Donc il y a un effet de surreprésentation du non-diplôme du fait de la pyramide des non-internautes. On en parlait tout à l'heure, et c'est un aspect très intéressant, ça c'est l'enquête du défenseur des droits, on va la remouliner d'ailleurs, mais elle est très intéressante parce qu'ils avaient construit 2 variables différentes sur isolé, non isolé, chez les précaires, pour montrer que la distribution sociale, elle se fait jusqu'au bout des franges. C'est-à-dire que parmi les précaires, le fait d'être isolé ou pas isolé joue. D'une manière générale, l'isolement social et relationnel est un facteur de précarisation, plus surtout, plus de renoncement aux soins, plus de non-recours, plus de dépression, plus de maladies chroniques, plus tout ça. Ça, c'est testé à partir des réponses à 1, 2 ou 3 questions, qui est si vous avez un coup dur, est-ce que vous pouvez faire appel à quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille ou autre. Donc c'est des personnes qui répondent non. Et on voit qu'il y a des écarts sur l'accès à Internet qui sont hallucinants. Alors même si les effectifs sont moindres, on passe de 7% dans les précaires non isolés qui n'ont pas d'accès à 20% dans les isolés. Sur ce que disait le collègue tout à l'heure. De manière générale, plus on est précaire, et vraiment plus on a des difficultés d'accès, jusque vraiment à l'extrémité du spectre social. Il faut que je me bouge. Bon, donc ça dit la même chose, avec des doubles, triples, quadruples peines. Moins on est doté, plus moins on a de capital social, moins on a de soutien, plus on est exposé, etc. C'est ce qui fait qu'on peut parler d'exclusion numérique de ce point de vue-là. L'exclusion, en l'occurrence, c'est une dynamique, c'est-à-dire que c'est une production. Il y a quelque chose qui a conduit à de l'exclusion numérique, c'est l'obligation d'en passer par le numérique sans offrir des possibilités d'accompagnement ou de voies alternatives à l'accès à ces droits. Ça produit de l'exclusion dont la raison d'être est le numérique. Ce qui est différent des inégalités numériques, qui est vraiment un point de vue plus sociologique, transversal. Là, ça interroge la production d'exclusion, en l'occurrence par des pouvoirs publics. La pensée magique, ça aurait consisté à dire, enfin c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, comme ça simplifiait l'accès, ça simplifiait le droit. La dématérialisation, c'est effectivement une facilitation dans l'accès à certains droits. Les droits en eux-mêmes n'ont pas changé. En l'occurrence, ils sont même parfois, du fait de la dématérialisation, devenus plus complexes dans leur formulaire, même s'ils sont dématérialisés, étonnamment. Mais du coup, ça simplifie pour ceux qui ont des droits simples et qui savent utiliser, mais pas du tout pour les autres. Du coup, il faut vraiment pas penser, enfin, il faut distinguer ces deux trucs-là. La simplification de la dématérialisation n'est pas une simplification administrative. On en parlait ce matin quand on était à propos d'échange de fichiers et tout ça. Si on voulait simplifier, on ferait des conditions d'éligibilité plus simples, mais qui n'ont rien à voir avec la dématérialisation. Mais du coup, ça conduit à distinguer ce qui est de l'ordre du médium et ce qui est de l'ordre des droits, et du coup à interroger aussi bien l'autonomie numérique que l'autonomie administrative. J'y viendrai après. Si on n'est pas autonome administrativement, on a beau être autonome numériquement, ça ne facilite pas l'accès à ces droits, puisque les droits ne sont pas plus simples qu'avant. Le rapport aux administrations, il met aussi en œuvre autre chose, c'est la relation de confiance qu'on a par rapport aux institutions. On a souvent, très souvent, quand j'entends parler d'accompagnement et de médiation numérique, on a une espèce de terme très générique et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Du coup, non seulement les individus auxquels on s'adresse ont des compétences numériques, des degrés d'avancement, des appétences qui sont différenciés, mais les exigences qu'on a à leur égard en matière d'autonomie sont très différentes. L'autonomie cognitive qu'il faut mobiliser pour utiliser Skype, c'est pas la même que pour faire une déclaration de ressources RSA. Quand on le dit comme ça va de soi. Simplement, si on met en place des accompagnements numériques où on veut aider les gens à utiliser des outils numériques, il faut savoir à quoi on veut les aider. C'est ce que disait Benoît ce matin de manière simple. Est-ce qu'on veut faire de l'e-inclusion, c'est-à-dire donner une culture numérique aux individus, auquel cas même les digital natives, ils auraient intérêt à écouter, parce qu'en fait, ils sont assez ignares de ce que ça veut dire que le monde numérique. C'est quoi Google, c'est quoi le partage des données, c'est quoi la confidentialité, tout ça. Ou est-ce qu'on veut faire de l'accompagnement au traitement en ligne des démarches administratives? Et ça, c'est vraiment un truc à garder clair à l'esprit tout le temps, parce que je pense que l'esprit humain étant fait comme il est, on confusionne des choses histoire d'avoir moins à penser, on est obligé de redéplier pour remettre un peu de complexité, et vraiment, quand on part par les besoins, du coup, ça nous oblige à ça aussi. Quels sont les besoins, et quelles sont les exigences que les institutions portent à la direction des usagers aussi.
L'assurance maladie, elle ne demande pas la même autonomie numérique et administrative que la CAF. Elle exige beaucoup moins de choses, en l'occurrence. C'est beaucoup plus, d'abord parce qu'on a la possibilité d'avoir un échange direct, mais en plus parce que l'impact d'une mauvaise manipulation sur le site Amélie ou sur le site de la CAF n'a pas du tout le même effet sur sa situation de vie. Si on se plante dans une démarche en ligne de la CAF, le droit à l'erreur, il a été donné pour les administrations pour l'instant, pas encore pour les usagers. C'est un peu un impact direct très très compliqué derrière, parce que suspension de droit, rupture, génération d'un indu, enfin voilà. Pour des personnes qui sont, on l'a vu, ceux qui sont le plus exclus, il y en a beaucoup qui dépendent des ressources de la CAF. Le simple fait de s'adresser à la CAF crée de l'insécurité. Du coup, utiliser des outils numériques qu'on ne maîtrise pas vraiment est encore plus insécurisant. Même si on va sur Internet tous les jours par ailleurs. Je reviens de l'enquête dont je vous parlais, les gens qui allaient à la CAF, à 80%, ils étaient dans cet espace accueil, là, où vous allez voir un agent CAF, ils allaient sur Internet tous les jours. Ce n'est pas des non-internautes. Il y a 20% de non-internautes, mais n'empêche que dans les 80% de ceux qui étaient là, vont sur Internet tous les jours. Et ils viennent là parce qu'ils ont besoin d'avoir la validation d'un agent de la CAF que ce qu'ils font est bien dans le bon sens et qu'ils n'auront pas de problème. Du côté de l'assurance maladie, c'était très intéressant. Il y en avait 40% qui venaient pour déposer un courrier. Et du coup, l'un des trucs qui leur a été demandé, c'était est-ce que vous auriez pu résoudre votre démarche par Internet, à distance? Ils disaient non. Et quand on voyait le motif, c'était dépôt de dossier. Donc effectivement, ils ne pouvaient pas résoudre par Internet un dépôt de dossier, puisqu'ils veulent le remettre en main propre. Mais ce n'est absolument pas un problème d'autonomie numérique, c'est besoin de contact physique et de réassurance, qui est vraiment un bandage systématique. La complexité des droits fait que les gens, selon la relation de confiance qu'ils ont ou pas avec l'institution, ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un de l'institution pour avoir la validation que ce qu'ils font est juste. Et moi, ça, je l'ai vu en observation, des gens qui maîtrisent le français, les procédures, etc., qui bloquent, j'appelle ça le désarroi cognitif, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est marqué sur l'écran. C'est-à-dire que l'enchaînement des interfaces, c'est aussi un truc à penser avec les usagers. Sur une borne CAF, si vous intervertissez l'ordre ou que vous dites qu'il y a un changement de code, même si les gens ont l'habitude de le faire, enfin pour l'essentiel que j'ai vu, même s'ils comprennent ce qu'il y a écrit, ils continuent de faire ce qu'il y avait avant. Parce que d'une manière générale, ils ne comprennent pas ce que fait la CAF. Le calcul des droits est tel que c'est pas possible d'envisager la rationalité qu'il y a derrière. Un remboursement d'assurance maladie, on arrive à situer, même s'il y a un euro qui passe ici ou pas. Ce qui fait que, alors qu'ils sont cognitivement tout à fait capables, ils sont figés par le rapport d'inquiétude qu'ils ont avec en l'occurrence l'institution. Du coup, il y a un travail à faire dans la mise en autonomie qui pose sur le sentiment de confiance envers l'institution et pas du tout sur des compétences techniques, par exemple. Du coup, sur l'image, sur le fait de rassurer, sur un environnement, sur quand on pense des accompagnements faits par des services civiques ou autres, c'est des choses dont il faut tenir compte parce que pour certains usages, je ne suis pas sûr que c'est ce que les gens attendent dans les besoins. Et par ailleurs, moi j'ai un petit problème avec le fait de déléguer ça pour avoir fait de l'observation là-dessus. J'ai rien contre les services civiques ni contre le bénévolat. J'ai vu des situations où il y avait des gens qui étaient trop jeunes pour envisager l'impact de ce qu'ils étaient en train de faire sur CAF.fr pour des personnes dans des situations sociales très éloignées de leur vie. Et notamment une qui avait fait une erreur, du coup question de la responsabilité, et qui a un vrai problème, c'est quoi la responsabilité de quelqu'un qui n'est pas professionnel? C'est la même chose que le fait de garder les codes pour les professionnels, la tension éthique qui est à cet endroit-là. C'est une vraie question que les travailleurs sociaux se posent aussi, hein, jusqu'où aller, etc. Généralement, il faut aller jusqu'à, enfin moi ce que j'ai vu dans des centres sociaux ou autres, ou des structures de médiation, c'est comme l'accidentologie, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à l'accident pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, une fois où il y a une erreur, parce que les usagers par contre se retournent vers vous s'il y a une erreur sur leur compte, ce qui s'entend. Mais ça met les personnes quand même en tension alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Et du coup, après, voilà, ça oblige à réagir. Du coup, autant peut-être l'anticiper et pouvoir borner vraiment les usages. Jusqu'où on peut aller dans l'accompagnement sur certaines choses quand on n'est pas un professionnel, qu'on n'a pas la formation pour et qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Parce que le site de la CAF, quand on maîtrise le numérique, machin truc, on peut y aller, on peut naviguer. Une DTRSA, les impacts dessus et comment ça joue en fonction de l'allocation logement et le fait que mon enfant a été déclaré ou que je ne suis plus en ménage, c'est pas sûr que ça soit compris. Et du coup, ça rentre dans le calcul. Donc c'est une chose un peu à penser. C'est quoi la différence entre une déclaration d'impôt et une déclaration CAF d'ailleurs? C'est pas le problème. Non, mais même dans le jeu de l'interface numérique, on peut corriger sa déclaration d'impôt. Oui. On ne peut pas avec la CAF.
c'est aussi un truc qui fait vachement peur aux gens, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est des choses qui sont souvent remontées, on n'a pas du tout le processus de réitération et nanana, qu'on a à des tas d'autres endroits, où si on s'est trompé, bon, on revient, les impôts, si on se rend compte le lendemain, on se demande pourquoi, mais on appuie sur le mauvais bouton, on retourne se loguer et on peut refaire la déclaration. Sur la CAF, on ne peut pas. Du coup, tout ça, enfin, ça met une pression sur l'instant, on voit très bien. Moi, j'ai vu des tas de manifs où les gens, au moment de valider, arrêtaient. Et je voulais que les CAF interrogent leur truc pour montrer dans les manipulations le nombre de démarches qui n'étaient pas menées au bout, quoi. Voilà. Et si on veut l'agent, c'est pour qu'il vienne lui-même appuyer, en fait. Donc en matière d'accompagnement, enfin, je ne peux pas tout le faire, mais il y a vraiment des façons d'accompagner qui sont très différentes et qui sont assez mixtes. Il y a des agents médiateurs, etc., qui accompagnent, alors en faisant la place, en décrivant ce qu'ils disent d'ailleurs, pourquoi pas. Parfois ils sont à côté et puis c'est la personne qui fait elle-même, mais ils sont la main de la voix qui parle. Et parfois c'est mixte en fonction de l'importance de la tâche à exécuter. C'est-à-dire qu'au début ils prennent la main pour rentrer son numéro d'allocataire et tout, mais quand il faut valider, ils n'osent pas. Enfin, voilà. Alors que c'est juste appuyer sur le bouton. Du coup ça c'est vraiment, c'est pareil aussi. Quel univers numérique administratif, quelle diversité d'usages et quelles tâches à exécuter. Il y a des tas d'endroits où de l'accompagnement numérique lambda ou de la médiation ne pourront pas être résolus à distance sur Internet. Parce que, en fait, c'est trop compliqué pour être résolu à distance. Et du coup, il ne faut surtout pas rentrer dedans là-dessus. Les interfaces numériques ne répondent pas à tous les besoins. Elles répondent assez facilement à des tâches simples à exécuter. C'est pour ça qu'on va dans des fonctions de consultation, parce qu'on ne peut pas agir dessus. Dès lors qu'on doit faire une téléprocédure ou autre, et qu'on est dans un cadre de dossier un petit peu complexe, il n'y a pas de réponse numérique pour l'instant. Ce qui, pour ceux qui sont très à l'aise avec le numérique, d'ailleurs, les emmerde un peu, parce qu'ils voudraient faire plus de choses, d'ailleurs. Envoyer davantage de pièces jointes, pouvoir scanner chez eux et sans avoir à se déplacer. Mais ça veut dire qu'il faut là aussi mettre des limites, comme d'ailleurs c'est le cas dans les CAF, quand ça devient trop complexe, on dit prenez un rendez-vous. C'est-à-dire que moi, agent, qui ne suis pas... Les agents, c'est vachement intéressant, je ne sais pas si vous allez dans des CAF, mais c'est pareil, en 1 an et demi, la dématérialisation, et c'est assez significatif, elle a été concomitante d'une rénovation totale des politiques d'accueil. Ça veut dire qu'on ne peut plus arriver à la CAF et poser une question sur son dossier. Si on a une question à poser, on est logué sur... Il faut aller utiliser son compte CAF. Où on est mis autour des marguerites. Il y a des scènes qui sont assez rigolotes, c'est qu'il y a des gens qui sont devant l'ordinateur et puis qui attendent, en fait, parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Et ils attendent qu'il y ait un agent qui vienne leur demander ce qu'ils veulent, pour leur dire vous avez votre numéro d'allocataire, oui, puis qu'ils font à la place et la personne revient. L'effet d'apprentissage sur le numérique, il est nul là-dessus. Donc maintenant, ils travaillent dessus, etc. Mais en l'occurrence, ils ont l'obligation d'aller se mettre dessus. Et s'ils veulent avoir quelque chose de plus compliqué, à ce moment-là, ils prennent rendez-vous. Et ils prennent rendez-vous sur Internet. Donc il y en a qui viennent sur place pour prendre rendez-vous sur Internet derrière, mais parce qu'ils ne savent pas le faire ailleurs. On va aller, à mon avis, de plus en plus là-dessus, c'est-à-dire qu'il y aura obligation de toute façon, et il y aura un accompagnement qui est fait. Et ces agents-là, il faut une réponse de premier niveau, comme au téléphone, mais ce n'est pas des techniciens. Ils ne peuvent pas rentrer en profondeur dans les dossiers, un peu comme à la Poste, ce qui permet de faire des économies en gestion des ressources humaines, puisque c'est des agents qui sont moins à côté, qui coûtent aussi un peu moins cher, et ils sont considérés comme des agents médiateurs. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Bon, ça c'est ce que je disais sur... Oui, alors ça c'est ce que je veux... C'était la formule un peu ramassée. C'est assez manifeste à regarder qui est-ce que ça a touché, parce que l'une des questions c'était c'est quoi les effets de la dématérialisation sur le non-recours. Je ne sais pas vous le dire, et personne ne peut vous le dire. On ne peut pas vous dire, oui tiens, il y a 15% du non-recours au RSA qui est dû à la dématérialisation. Compte tenu de ce que je vous ai dit un peu au début, vous avez compris que c'est très difficile à mesurer précisément, etc. Ce qui est clair, c'est que ça crée des ruptures de droit. On en discutait avec un collègue tout à l'heure. En l'occurrence, la CAF a beaucoup demandé des mails pour pouvoir continuer à envoyer les choses, ce qui fait qu'elle envoie des informations par mail. Alors, il y a des tas de gens qui ont créé des mails, ou eux-mêmes, ou leur copine, ou un travailleur social sur lesquels ils ne vont jamais. Et il y a l'information qui arrive sur les mails qui n'arrive plus aux personnes. Quand on rentre un peu dans un régime d'échange dématérialisé, si on ne continue pas à l'alimenter, du coup on n'a plus l'information. Sachant que les CAF n'envoient jamais des informations dans les mails, mais incitent à se connecter à leur compte parce que c'est quand même très sécurisé. Mais du coup, il y a eu beaucoup de ruptures de droit là-dessus, sur des mails qui sont des créations, d'ailleurs des adresses mail très marrantes quand on les sort, qui sont très explicites envers la CAF et ses agents, en l'occurrence, parce qu'on peut créer n'importe quelle boîte. Mais ça a entraîné très clairement des ruptures de droit et puis après des contacts avec eux.
Mais ce qu'il y avait de manifeste, c'est qu'il y a des gens qui, alors il y a ceux qui avaient des problèmes d'autonomie administrative, ils sont surexposés à être à distance des outils numériques, donc ils sont triplement pénalisés. Il y a des gens qui n'avaient pas de problème administratif, mais qui ne maîtrisent pas les outils et qui du coup se retrouvent en situation de difficulté aussi. Alors qu'administrativement ils savent faire, mais ils ne maîtrisent pas les outils numériques. Vous êtes à la campagne, la seule permanence qu'il y avait c'était 2 heures, elle a disparu, il faut que vous fassiez 70 km, vous n'avez pas de voiture, vous avez des choix à faire, vous ne maîtrisez pas Internet, etc. Là vous êtes mis en difficulté. Population âgée sur la gestion des dossiers de retraite, même si en l'occurrence il y a eu une réaction derrière avec la mise en place de choses, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Et c'est pour des personnes qui n'avaient pas de problème d'autonomie administrative pour le coup. Vous avez observé des formes de non-recours sur le fait que des assos, par exemple, ou des syndicats, n'iraient plus solliciter des droits Non, on n'est pas allé voir. On a un peu surfocalisé. Alors déjà, c'est hyper intéressant, c'est qu'on est focalisé sur des individus. Aussi parce que la dématérialisation a généré des potentialités de non-recours sur des collectifs, comme tu le dis, et on n'y ai jamais pensé, j'avoue. Et sur des individus plutôt précaires. Alors, déjà parce que c'est pas que le non-recours des riches ne nous intéresse pas, il serait intéressant, mais comme ça n'a pas le même impact sur les situations de vie, c'est vrai qu'on focalise là-dessus, on voulait travailler dessus, puis c'est des choses qui ne se sont pas faites, et on voulait travailler notamment sur le rapport aux aides des salariés, comme un facteur de confort dans le travail ou pas, avec la NPE à l'époque, mais bien évidemment ça n'a jamais débouché, et ça aurait été très intéressant de voir qu'il y a un non-recours des salariés à des aides en interne, ou aussi, je suis en train de faire l'exploitation des bases de données de l'AG2R et du régime ARCO, etc., sur des aides facultatives comme ça qui sont mises en place par des complémentaires. C'est hyper intéressant de voir qu'il y a une très mauvaise connaissance des phénomènes de clientélisme, certaines choses très très demandées à un certain endroit, ça tient sur une personne qui communique très bien par des réseaux. Mais les gens moins précaires, on a peu de visibilité dessus alors qu'il se joue des choses et que ça a très clairement un impact à des moments, c'est sûr. Il y a le même souci avec Pôle emploi, avec les courriers pareil, qu'on envoie sur des boîtes mail, et les gens vont pas dans leur boîte, et du coup il y a radiation pendant le droit, ça commence. Donc, il y a la carte, mais Pôle emploi. Oui, c'est sûr. La Pôle emploi, on n'a pas réussi à bosser avec, du coup j'ai moins de. Enfin, je critique ceux qui nous chérissent finalement, parce qu'on bosse beaucoup avec eux. Pour le coup, et qui travaillent la question. C'est ça qui est assez étonnant. Si j'ai toutes ces données, c'est aussi parce que je bosse avec des CAF qui veulent avoir des données là-dessus. Il y a des CAF, choses qui communiquent très mal. Alors je ne sais pas comment c'est dans la région, mais la CAF communique très mal vers ses partenaires. Ils n'ont pas du tout fait état des difficultés qu'ils avaient en interne. Ils ont pris, je ne sais pas combien, 12 000 agents en moins sur 5 ans. Enfin, ils subissent des contraintes budgétaires absolument phénoménales. Et à certains endroits, ils travaillent vraiment, enfin, moi je suis avec des CAF de la région parisienne, ils font du requêtage informatique à l'intérieur avec 10 personnes et des techniciens pour arriver à faire des requêtes, parce que c'est compliqué d'arriver à... Vu les conditions de droit, c'est pour ça que je sais un peu de quoi je cause, techniquement, pour arriver à être sûr qu'on identifie des personnes qui sont a priori en situation de recours, c'est vraiment compliqué d'eau. Ils vont jusqu'au bout, ils mettent en place le truc, ils requêtent, ils contactent les personnes, ils ouvrent les droits, quoi. Il faudrait qu'ils le disent plus souvent qu'ils font ça, mais parallèlement, ils mettent en place une dématérialisation qui ne tient pas du tout compte. En Seine-Saint-Denis, pas s'occuper de l'autonomie numérique de ses usagers, quand on voit les indices de précarité, c'est un petit peu assassin, quoi. Mais par ailleurs, ils ont des conventions avec des structures de proximité, voilà. Mais il y a des mouvements qui sont assez contradictoires, étonnamment.